atelier est le dialogue social comme processus de management clé. Alors, je remercie aussi mes invités d'avoir accepté de participer. Je commence par Madame Elisabeth Moron, qui est la directrice de la Fondation Friedrich Ebert. La Fondation est très active sur les mouvements sociaux en Tunisie depuis 1950 en tant que soutien pour les syndicats. Je passe ensuite à notre invité de la Connect, M. Abdelazzer Yazid, qui est conseiller du président de la Connect pour les affaires sociales. M. Talaq a été directeur général de l'inspection du travail. Monsieur a été président de la commission qui a rédigé la convention cadre du travail en 1966. 73. 66 le code. Beaucoup de nous ont été décédés. Alors, je profite aussi pour citer Serbib Diz, qui est le secrétaire général de la CGTT. Alors, Serbib Diz a un passé militant à l'UGTT et a récemment fondé la CGTT, il nous en parlera davantage. Je cite ensuite Serbib Devebi, qui est le conseiller auprès du ministre des Télécommunications, en charge, entre autres, des affaires sociales. Monsieur Habib a une expérience internationale dans les télécommunications, dans plusieurs pays, et avec plusieurs acteurs importants du secteur. Et je finis avec le plus jeune, M. Wissem Badri, qui est le directeur général, directeur des ressources humaines, qui est le directeur des ressources humaines de Tunisienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'objectif de notre panel est d'appréhender le dialogue social vu par le chef d'entreprise ou par le manager, et en fait de discuter des différents mécanismes que le chef d'entreprise peut mettre en place afin de favoriser un meilleur climat social, et ceci avec le soutien et la collaboration des différents partenaires sociaux tels que les syndicats et les patronats. Alors, pour ceci, je vais commencer avec Serbib Devebi, qui en fait représente le ministère des Télécommunications et qui a sous sa tutelle différentes entreprises dans le secteur des télécommunications. Alors, Serbib, en 2011, on a vécu beaucoup de blocages sur le volet dialogue social en Tunisie, principalement au niveau des administrations. Et ceci a eu un impact quand même assez important sur le secteur, un impact économique. Alors, si vous voulez bien, nous exposer un peu les enjeux et les défis du ministère pour améliorer le dialogue social et quels sont les moyens qui se donnent pour le favoriser. La première chose, je vais parler en arabe, donc je m'excuse auprès de nos amis qui sont là. أولا أشكركم على الدعوة لأن الفرص قليلة للحوار، إطلاق الحوارات الاجتماعية في هذه، وأشكركم أيضا على طرح الموضوع وأشكركم أيضا على طرح الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول هو حاجة البلاد لحوار اجتماعي سواء بين الدولة ومكونات المجتمع المدني، بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع، إلى حوارات ومنابر من هالنوع حتى نسهل ونتعلم مع بعضنا نتحاور. الحاجة الثانية السبب الثاني اللي
الشيء الثاني هو حاجة الأطراف الاجتماعية، سواء كان النقابة أو المؤسسة أو الإدارة أو المجتمع المدني بجمعياته للتواصل. لأنه اللي عشناه في ماضينا، يعني 50 سنة الماضية، كان الحاكم هو كل شيء، يعني هو مصدر كل شيء. يعني لما يمشي البارتنير سوسيال، المؤسسة يمشي يتناقش مع الإدارة داخل المؤسسة، النقاش بين كان كل شيء يؤسس في أعلى الهرم، والأطراف الأخرى كان ما عليها إلا التطبيق، أو حتى لو كان في حوارات يعني قليلة جدا، ما هيش حوارات مفصلية. فأنه نفتح حوارات من النوع هذا لنخرج المجتمع من حالة التكلس في الحوار بين الأطراف إلى رحب وسعة الحوار بين المؤسسات. هذا مجهود طيب يذكر لمنظمتكم أنكم تفتحوا الحوارات. الحالة اللي عاشتها البلاد لمدة 60 سنة متطلبة منا اليوم مجهود خاص. المجهود الخاص هذا يتمحور أولاً أنه نتعلم مع بعضنا كما نتعلموا في الديمقراطية، كما نتعلموا في الصحافة الحرة، كما نتعلموا كما نتعلم نحترم الضوء إذا كان البوليسي مش موجود، نتعلم أن كمؤسسات نتحاوروا مع بعض. هل الحوار اللي نتعلموه عنده فاعلية مباشرة داخل المؤسسة. معناها يجب يكون الهدف واضح، الهدف أن نبحث على صيغة معينة للحوار داخل مؤسستنا وداخل مجتمعنا. يعني احنا كيف نشوف اليوم الخارطة في الحوارات الاجتماعية الموجودة، يعني عندنا زوز نماذج. عندنا النموذج الجرمانو نورديك اللي هو ألمانيا والشمال أوروبا، وعندنا النموذج جنوب أوروبا اللاتيني. الاثنين هما يدوروا في مناخ ديمقراطي، لكنهم عندهم بوستور ولا اختلاف منهجي. أنه اللاتيني يكون فيه شوية تنافس، لأنهم يعيشوا في الديمقراطية يلقوا الحل في الآخر. لكن النورديك بالعكس، المؤسسة النقابية ولا الممثلين العمال وممثلين كوادر العاملين في المؤسسة جزء لا يتجزأ من المؤسسة. يعني يأثروا في استراتيجيتها، يأثروا في مستقبلها، يمثلوها خارج في المجتمع. يعني في مؤسسات، وأنا اشتغلت ل 12 سنة مع مؤسسة من شمال أوروبا. يعني العامل في داخل المؤسسة لما يخرج حامل معاه البندرول بتاع المؤسسة بتاعه، يدافع عليه. يعني هذا نتصور أنه هذا المثال اللي يلزم نمشوا له، وباش نوصل له طبعا باش نوصل له يلزمنا وقت، يلزمنا نتعلموا مع بعضنا الحوار ونتعلموا بعضنا، لكن يلزم يكون واضح في ذهننا أن عندنا تارجت، وعندنا هدف واضح، هو أنه يلزم يكون الحوار سلس، ويلزم يكون الحوار يساهم في التنمية مش يعطل التنمية. شكرا سي. في بداية من الناحية معناها je parlais en français. Désolé. Ça c'est de point de votre vue vision. Mais aujourd'hui, juste si vous pouvez nous préciser rapidement, est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour favoriser ce dialogue, pour le placer dans une voie ou dans une autre, ou bien avec un modèle ou un autre, mais vraiment pour que le climat social s'améliore. هو أنه الإنسان يقول أنه ثم موديل واضح اليوم
ثم اسبيراسيون موديل، ثم اراده انه نخلق موديل ينفعنا في التنميه وينفعنا في حوارنا الاجتماعي. لكن ثم خطوات داخل على الاقل المؤسسات اللي تحت اشرافنا انه الحوار يكون دائم، وانه المسؤولين الاولين هم المسؤولين على الحوار وعلى تقدمه. ثم كل مسؤول في مؤسسه جزء من الكي بي ايز بتاعه، جزء من اهدافه انه الحوار الاجتماعي يتقدم. هذه الموجوده اليوم، وعاده اليوم بور ابويي التوجه هذا فيه واحد مسؤول على الحوار الاجتماعي داخل الوزاره. اليوم انا متحمل المسؤوليه، لكن سيكون واحد في داخل الوزاره مختص. في كل مؤسسه حسب الحجم في واحد مختص في الحوار الاجتماعي وموجود يعني داخل المؤسسه. هذه يعني سمول تاتش، يعني حاجات صغيره بدينا بها، لكن انا نتصور انه المثال ولا النموذج باش يكون لكل البلاد، مش كان المؤسسات اللي وزاره التخطيط مسؤوله عليها. Merci, c'est Habib. En tout cas, donc là, on note qu'il y a des personnes dédiées au sein de ministères et dans les différentes administrations sous tutelle pour favoriser le dialogue social, et que c'est aussi une responsabilité dans la plupart et c'est aussi une responsabilité du premier responsable de chaque entité avec des objectifs d'amélioration du climat social, déjà pour démarrer. Quoique, en fait, le dialogue social est quand même une tradition dans l'entreprise, enfin, dans l'administration tunisienne. Ce qui n'est pas le cas, c'est Abdelazer, dans le secteur privé. Le secteur privé n'a pas de tradition de dialogue social telle que celle de l'administration. Dans ce cas-là, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, tant mieux. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est l'occasion. C'est justement le dialogue social a beaucoup évolué en Tunisie depuis l'indépendance. Et la Tunisie, le lendemain de son indépendance et son adhésion au Bureau international, à l'Organisation internationale du travail, a ratifié 2 conventions internationales fondamentales, celle relative à des libertés syndicales et celle relative au dialogue social. Les dispositions et les grandes lignes de ces conventions internationales ont été versées dans le Code du travail. Le Code du travail a été ratifié en 1966. Il a inclus dans un de ses articles le contenu d'un ancien décret médical de 1949 qui est une copie conforme d'une loi française prise pendant la guerre, gouvernement Vichy, qui interdisait toute négociation collective en France et par conséquent 49 en Tunisie, toute négociation et élaboration de conventions collectives qui comporteraient des chapitres sur le salaire, les accessoires de salaire et les classifications professionnelles. Donc ils ont vidé tout document relatif à la relation de travail comportant des considérations matérielles du fait de l'économie de guerre. Cet article se trouve dans le Code du travail, vous le trouvez jusqu'à maintenant sur le numéro 51. Qu'est-ce qu'il dit, notre article? Il dit « Nul n'a le droit de négocier des dispositions relatives au salaire, accessoires de salaire, jusqu'à apparition d'un décret. » Le décret qui lèverait cet obstacle. Ce décret a été pris en 1973 par Céline Noura. Donc on est resté de 49 à 73 sans possibilité de réviser les salaires. Mais l'expérience de la collectivisation a en même temps, tout en bloquant les salaires, elle a bloqué aussi les prix. Oui. Par conséquent, la situation était, disons, un peu équilibrée, si l'on veut.
Or, à partir de 1973, la porte a été ouverte pour la négociation collective. J'ai eu l'occasion, à cette époque-là, de présider l'élaboration de la convention collective 4 parce que j'étais directeur général de l'inspection du travail à l'époque. On n'avait pas d'expérience, ni au niveau de l'inspection, on était au nombre de 50. Toute la Tunisie, on avait 50 agents de contrôle de l'inspection du travail pour tout le territoire. Actuellement, on est à 500. Nous, on n'avait pas d'expérience pour maîtriser la négociation collective et les syndicats étaient avides de prendre leur revanche sur le retard accusé dans leur fonctionnement habituel. Le JTT aussi ne disposait pas de cadre qualifié pour négocier. De toute façon, on est tombé avec tous, on était tous, le tripartisme, on était presque tous apprentis dans le champ de négociation. Bon, on a dépassé parce que la Convention collective 4 ne parlait pas de conditions matérielles. C'était de la littérature législative, une sorte d'amélioration du contenu du Code du travail, pour améliorer les relations. Qu'est-ce qu'on a introduit comme document le plus important dans la Convention collective 4? C'est la création d'une commission paritaire. C'était l'équipe de l'UJTT, parce qu'ils étaient les quatre grands de l'UJTT à l'époque, les 4 grands de l'UTICA, dans les bureaux exécutifs. Donc la chose était facile parce qu'on discutait avec des gens qui avaient l'expérience administrative et qui étaient presque tous issus de l'administration publique ou des entreprises publiques. Ils ont exigé et obtenu l'accord de l'autre partie, c'est-à-dire le représentant du patronat, d'introduire dans la Convention cadre la création d'une commission paritaire, moitié-moitié. Pourquoi ils ont insisté sur ça? Parce que dans l'administration des entreprises publiques, cette structure existait. Elle jouait un rôle dans la promotion, avancement, les encouragements, etc., et dans la sanction. La commission paritaire joue, quand il s'agit d'un cas disciplinaire, joue le rôle de conseil de discipline. Tout ceci a été introduit dans la Convention collective 4. Bien sûr, la Convention cadre signée, on a été obligé de faire face à la négociation secteur par secteur. Actuellement, ils sont à 51 secteurs d'activité. Chaque secteur a sa convention collective nationale sectorielle. Bâtiment, peinture, boulangerie, toutes les activités. Pourquoi dans les secteurs il faut faire ça? Parce que le fondamental, c'est la classification professionnelle. On classe le personnel par catégorie compte tenu d'une grande table de classification professionnelle internationale que nous avons récupérée à partir de l'Organisation internationale du travail BIT. On a travaillé dessus, chaque secteur a fait ça. Et sur la base de la classification professionnelle, on a établi des tableaux de salaire, des tables de salaire, et on a convenu avec l'accord du gouvernement de faire révision de la convention sectorielle tous les 3 ans. Et on adjoint à la convention sectorielle 3 tableaux pour les 3 années. Donc il y a une augmentation tous les ans, depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, et on a respecté ça. Bien entendu, aussi les conventions sectorielles ont aussi coûté très cher du point de vue énervement, du point de vue revendication, etc. Ça n'a pas été facile. Personnellement, je suis arrivé à contrôler l'élaboration des 30 premières, parce qu'après j'ai quitté l'inspection du travail après les 30. Après moi, il y a eu 21 encore. De toute façon, c'était une expérience très enrichissante pour moi, parce que pour moi et mes collaborateurs, bien sûr, mais on n'était pas très nombreux, mais tout le monde a eu sa part de souffrance parce que tout le chantier était ouvert en même temps. C'est ça le problème. On avait une réunion tous les jours dans les 10 bureaux de l'inspection du travail, il y a 10 réunions. Et pour les contrôler, pour éviter, parce qu'il s'agissait aussi
d'éviter qu'un secteur ne dépasse les autres, parce qu'il y a deux secteurs qui ont obtenu facilement des améliorations dans leur grille de salaire et dans leurs avantages, parce que c'était des secteurs réputés disposant de moyens suffisants pour dépenser. Et M. Yassine, vous savez, la question, il y a un des secteurs que vous connaissez, les banques. Les banques ont été très larges, elles ont été jusqu'à 12e, 13e, 14e, jusqu'à 16e mois. Chose que les autres secteurs ne pouvaient pas supporter. Comme le JTT est unique, le courant passait entre les deux, le lendemain on a le secteur du bâtiment qui revendique. De toute façon, c'était un sport, mais qui a engendré la formation de cadres syndicalistes travailleurs, c'était uniquement le JTT à l'époque. C'est la Habib Kiza qui a maintenant un syndicat qui n'est pas UJTT, mais il était lui aussi issu de l'UJTT, c'est un ancien cadre de l'UJTT. La même chose à la CONEC que je représente ici, la plupart des membres qui constituent la CONEC sont aussi venus de l'UTICA. Excusez-moi d'intervenir. Alors, en fait, avec tout ce qui a été fait, je dirais, les années 70, pour construire les structures nécessaires pour améliorer le dialogue social, pourquoi on arrive l'année dernière, en 2011, à des situations de blocage total et même à des... Il n'y a pas de blocage. Il y a une évolution. Nous n'avons pas le droit de traiter l'année dernière ou l'avant-dernière de quelque chose de spécial parce que c'est la révolution. Il y a les gens qui sont sur les nerfs. Il y a un désaccord profond entre la direction politique centrale et les autres, parce qu'il y a un mécontentement caché dans l'esprit de tous les gens, de toutes les couches sociales, qu'ils soient fonctionnaires hauts ou petits, dans le secteur privé, dans le secteur du chômage. Toute la population était mécontente. Donc l'explosion de 1970, les gens qui suivaient la chose devraient normalement s'attendre à quelque chose. On attendait qu'un Bouazizi fasse un peu le coup de déclenchement. Mais les conflits sociaux, etc., ils existent actuellement dans les pays les plus évolués. Mais il y a des entreprises qui prennent certaines précautions. Parce que moi, je vous ai parlé de la commission consultative. La législation a évolué, elle a changé de titre, elle devient commission consultative d'entreprise. Elle a quitté la convention collective cadre. Elle est rentrée maintenant dans le Code du travail, article 157 et suivant, c'est la commission consultative d'entreprise. Le dialogue doit se faire dans la commission consultative d'entreprise. Il y a dialogue avec les représentants élus au sein de l'entreprise qui ne sont pas délégués syndicaux, ils peuvent être membres du syndicat, élus dans la commission consultative. Le syndicat, c'est une autre structure. Le syndicat, on ne lui demande pas d'être dans une structure de groupe. Le syndicat, il a des adhérents qu'il défend, il demande audience au chef d'entreprise, il avec lui de certains cas, etc. On peut appeler ça comme une petite unité, syndicat, entreprise, pour négocier quelque chose d'assez particulier concernant le personnel, et ça peut être aussi élargi à l'ensemble dans certains cas. D'accord, c'est un plaisir. Donc en fait, l'année dernière, en 2011, les chefs d'entreprise, les salariés et les syndicats, est-ce qu'ils avaient une tradition de dialogue pour pouvoir sortir de certaines crises? J'arrive. Nous avons dans le Code du travail un article 335 du Code du travail qui a créé, depuis 1966, ce qu'on appelait le comité de travail, et on a transformé son étiquette pour l'appeler actuellement Commission nationale de dialogue social. C'est une commission composée de représentants de différents ministères concernés. Il y a
au moins une dizaine de ministères représentés dans la commission, présidée par le ministre des Affaires sociales, et dans laquelle se trouvent représentés l'UJTT, l'UTICA et l'UNA, qui existaient à l'époque. 3 de l'UJTT, 2 de l'UNA et 1 du patronat agricole. Ça fait 3 pratiquement. Cette commission ne fonctionne pas. Et actuellement, cette commission doit être actualisée parce qu'il y a pluralisme syndical. Il y a un décret qui a fixé la liste. C'est le décret 1999 de l'année 2000. Nous avons demandé au ministre des Affaires sociales d'envisager l'actualisation de ce décret pour permettre aux autres organisations syndicales, patronales et ouvrières de faire partie de cette commission nationale qui intéresse tout le monde. Si jamais cette commission commence, moi, personnellement, que ce décret soit actualisé pour permettre un dialogue en haut, pour que les syndicats et le cadre responsable du syndicat dialoguent avec les autres au niveau ministériel, au niveau supérieur, pour transmettre alors leurs recommandations aux syndicats de base, qu'ils soient patronaux ou travailleurs. Et créer à ce moment-là des commissions régionales, des commissions sectorielles s'il le faut pour la négociation, pour rendre les gens capables de travailler ensemble, de négocier ensemble, parce que la négociation n'est pas un langage de sourds. Il faut qu'elle soit constructive. Il faut d'abord leur donner information. Il y a des lieux où on peut former des cadres pour négocier, parce que ce n'est pas facile de négocier. Parce que quand on rentre avec l'intention de vouloir obtenir quelque chose, sinon je fais la grève, ou bien quand l'employeur il dit, si vous dépassez les limites, je ferme la porte, à ce moment-là, ce n'est pas de la négociation. Il faut créer des conditions d'ordre psychologique et former pour ça. On peut négocier aujourd'hui et ne pas obtenir satisfaction. On n'a qu'à reporter la réunion pour la semaine d'après et s'entourer de maximum conscient. Et il faut donner, parce que la négociation se fait à deux. En fait, plusieurs chefs d'entreprise ont remarqué qu'en fait, ils n'ont pas d'interlocuteur en face au niveau syndical, que ce soit des représentants de leur, des délégués ou des représentants de leur entreprise, ou bien des représentants des syndicats avec lesquels ils peuvent dialoguer, ils peuvent construire un dialogue. Et c'est pour ça que je passe à Serbib, qui est fondateur donc, de la CGTT, qui est un nouveau syndicat dynamique et plein d'ambition et d'énergie. Qu'est-ce que vous faites sur ce volet-là pour permettre à ce que les représentants de votre syndicat soient à même de discuter le langage du chef d'entreprise, discuter des aspects qui sont les soucis du chef d'entreprise aussi, tout en, bien sûr, veillant aux salariés. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la Tunisie de m'avoir invité à ce séminaire très important intitulé « Nouvelle philosophie au contrat social », un thème pertinent qui se tient au moment opportun. Je dirais 2 mots pour ne pas intervenir. Comme on a dit, un nouveau contrat social, bien sûr c'est nécessaire, parce que c'est le seul ou un des socles qui peuvent assurer la transition démocratique en Tunisie. Bien sûr, il y a beaucoup d'expériences au niveau international, que ce soit en Espagne, au Portugal, dans les pays de l'Est, en Amérique latine, où il y a des transitions démocratiques. Bien sûr qu'on ne va pas les copier, mais s'en inspirer, c'est une bonne chose. Mais donc, pour un contrat social, il faut impliquer tout le monde. Monsieur le ministre des Affaires sociales, je l'ai entendu ce matin parler d'un contrat social qui va être signé, où une partie des partenaires sociaux sont exclus. Je
crois que nous sommes, depuis ce qu'on appelle la révolution du 14 janvier, on passe par une nouvelle phase de transition démocratique. Et il n'est pas question d'exclusion, c'est une question de principe, et pas de question de majorité ou minorité. Ou bien on revient dans le système despotique d'antan. Je pense que, effectivement, dans ce processus révolutionnaire, je ne parle pas de révolution, on ne dit pas encore, mais on est dans un processus révolutionnaire. Le parent pauvre de ce processus, c'est les dimensions économiques et sociales. Et j'en parlerai d'un volet de l'aspect social, à savoir le dialogue social. Donc on ne peut pas parler d'un contrat social si on exclut une partie. Au contraire, dans cette phase de nouveau contrat social pour la nouvelle Tunisie, pour assurer une réussite de la transition démocratique, ça va de soi qu'il faut impliquer tous les acteurs syndicaux, des travailleurs et du patronat, quelle que soit leur représentativité. Mais aussi, il faut impliquer les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Sinon, un contrat social, un nouveau contrat social, ça n'a pas de sens. Alors, on revient au pseudo-contrat social de 77 et tout. Parce qu'un contrat social ne peut se faire que dans une démocratie. Donc, je ne veux pas trop, juste une remarque dans ce cadre, remerciant de nouveau la TUJ d'avoir choisi ce thème très important. Et je focalise sur le thème de notre atelier, à savoir le dialogue social. Bien sûr, le dialogue social est une notion, j'en parlerai rapidement, qu'est-ce que le dialogue social, quel est, c'est-à-dire le contenu de ce contrat social, les conditions d'un dialogue social, l'état des lieux et quelques propositions, mais rapidement. Je veux pas. C'est un thème sur lequel on a travaillé beaucoup. À noter aussi que la CGTT a été créée en 2006. Avant, on n'a pas entendu la révolution pour faire la CGTT. Et bien sûr, on a eu des problèmes, on a porté plainte contre le gouvernement, mais bon, réellement, on a commencé à démarrer réellement qu'après 14 janvier, mais il faut dire qu'on a eu le courage de créer la CGTT en 2006. Et la CGTT, c'est un peu le nom de la première organisation syndicale tunisienne, la CGTT de Mohamed Ali, en 24, qui a été renouvelée par Belges Melgnaoui en 36. Donc je reviens au dialogue social pour dire, mais j'enchaîne sur ce qu'a dit c'est Abdelrazak, que le dialogue social, les négociations collectives en Tunisie, grâce à notre héroïque mouvement syndical, ça date depuis les années 30, depuis 24, parce qu'on ne peut pas y avoir des acquis sociaux sans conquête, sans lutte syndicale, ça c'est sûr. Et donc depuis le début du siècle, surtout avec Mohamed Ali Hamid, 1924, il y a eu de lutte ouvrière, des combats ouvriers qui ont permis, entre autres, la reconnaissance en 1937 des négociations collectives. Et on a reconnu le droit syndical en 1933, en 1936. Donc la Tunisie a un acquis social, grâce aux luttes acharnées des travailleurs tunisiens et du syndicalisme tunisien dont on est fier. Que ce soit dans la phase CGTT ou dans la phase de l'UGTT, à laquelle je suis fier d'appartenir, d'avoir appartenu en tant que militant et en tant que dirigeant durant 35 ans. Et même si on a créé la CGTT, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la refondation du mouvement syndical tunisien, c'est-à-dire que pour nous, l'unité n'est plus question dans une organisation, mais l'unité d'action dans le cadre du pluralisme syndical, mais on tient toujours, comme syndicaliste libre et authentique, à l'unité syndicale, mais dans un cadre de pluralisme. Comme on rigole, parfois en Tunisie, nous on dit, il y a une chose où il n'y a pas de pluralité ou pluralisme,
c'est Allah et la femme. Le reste, tout doit être pluriel. Je reviens donc au dialogue social pour dire que le dialogue social est une notion centrale de tout système moderne de relations professionnelles. Il est au cœur de tout modèle moderne, modèle social moderne et son enjeu. Il est le moyen principal de sa réalisation. Si le dialogue social au sens strict du terme touche l'ensemble des mécanismes juridiques ou des procédures réglementaires de relations de travail en vue de réaliser un certain équilibre entre des intérêts économiques contradictoires, il peut être également une partie intégrante de l'idéal démocratique servant les intérêts des différentes composantes de la société. Encore faut-il qu'il se déroule dans un contexte garantissant les libertés démocratiques et syndicales et le respect de l'autonomie des acteurs. Donc, ça c'est brièvement une définition du dialogue social. Bien sûr, le contenu du dialogue social, bien sûr, il y a une première chose, c'est l'ABC, et c'est la première chose, c'est que tout syndicat qui se respecte défend les droits des travailleurs, notamment le pouvoir d'achat, les conditions de travail. Ça, c'est un axe fondamental. Sinon, on ne devient pas une organisation de combat, on devient une association de bienfaisance. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a, à part ça, aussi la question de l'emploi, il y a la question de la formation, et j'ajoute, en tant que syndicaliste moderne, la compétitivité de l'entreprise. Maintenant, à l'ère de la mondialisation, le syndicat ne doit pas se contenter d'être revendicatif. Elle doit être une force de proposition. Le travail a changé. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de communication et de tout ce qui est TIC. Une partie, comme avant, avec la révolution des vapeurs, une partie des forces physiques a été changée grâce aux machines. Avec les ordinateurs aussi, une partie du travail du cerveau a été le travail des ordinateurs. Donc on a besoin d'une, ce qu'on appelle parfois pas main d'œuvre, mais tête d'œuvre. Donc la notion du travail a changé. Et on a besoin d'être un syndicat de combat, mais aussi un syndicat de proposition. On doit défendre la répartition des richesses, mais en même temps et au même niveau, la création des richesses. Donc ça va être au cœur du contenu du dialogue social. Parce qu'un dialogue social maintenant doit être un gagnant-gagnant. C'est la vision de la CGTT comme syndicat jeune, moderne et militant, mais qui a fait ses apprentissages et fier dans une partie à l'UGTT. On ne renie jamais notre histoire, mais on se complète. Et parfois, on ajoute un plus. Merci, Sergi. En fait, là, par rapport au fait que le chef d'entreprise considère que les représentants syndicaux ne lui permettent pas d'établir un dialogue social favorable. De votre point de vue, comment jugez-vous les chefs d'entreprise aujourd'hui? Est-ce que, en majorité, on peut établir un dialogue social avec eux? Justement, si vous permettez rapidement, je fais rapidement un état des lieux pour montrer les faiblesses, parce qu'on n'a pas vraiment... Il y a des expériences, des pratiques de dialogue social, mais les instances, les structures de dialogue social sont faibles. On a besoin de réformes de système de relations professionnelles, du système de négociation collective. Il y a des grandes lacunes, que ce soit au niveau de l'entreprise. Il faut vraiment un comité d'entreprise. Il faut réglementer le droit syndical dans l'entreprise. Il n'est pas réglementé, il est en dehors de l'entreprise. C'est en partie les conventions collectives qui comblent un peu ces vides. Il y a un vide. Le droit syndical n'est pas reconnu dans l'entreprise, dans le code du travail. Le comité paritaire, ce qu'on appelle, c'est bidon, c'est rien. Il faut une vraie structure de dialogue social pour qu'il y ait il faut l'émergence de l'entreprise, il faut réhabiliter l'entreprise. C'est dans l'entreprise que commence
le dialogue au niveau micro. Donc il faut faire de réformes ce qu'on appelle donc du comité paritaire bidon là, qui était le comité d'entreprise mais n'était pas fonctionnel. On a fait en 73 ce qu'on appelle le comité paritaire, et puis on a fait, après on l'a intégré dans le code du travail, le comité paritaire d'entreprise ou je ne sais quoi, mais c'est une structure bidon qui ne permet pas vraiment un dialogue social de qualité. Et nous, on a des propositions dans ce sens. Aussi, il faut une vraiment institution de négociation collective. Bon, je ne vais pas entrer beaucoup dans ces détails, parce que c'est important. On aura peut-être l'occasion dans les On questions. aura l'occasion, mais je donnerai rapidement des recommandations, c'est tout, si vous permettez. Des recommandations brièvement. Réglementer l'exercice du droit syndical pour qu'on ait un dialogue social de qualité. Réglementer l'exercice du droit syndical dans l'entreprise en conformité avec les conventions internationales du travail par la réglementation du droit syndical sur les lieux de travail et la garantie légale pleine et entière du droit syndical au sein de l'entreprise. L'organisation et la protection de l'exercice de ce droit sous forme de droit de réunion, de diffusion de l'information, de communication avec les travailleurs, de négociation avec l'employeur. Respect de la liberté syndicale et du pluralisme syndical, conformément aux conventions internationales de l'OIT 87 et 98. Dans ce cadre, définir des critères de la représentativité syndicale et l'application de l'article 335 dont a fait mention M. Abdelrazak pour l'instauration ou l'activation du Comité national de dialogue social sans exclure aucun. Parce que maintenant, il y a une volonté réelle d'exclusion syndicale. On ne fait pas ce comité de dialogue social comme si on était avant le 14 janvier, comme si la loi tunisienne ne permet pas. La loi tunisienne permet le pluralisme syndical. Et le pluralisme syndical est réel, il est existant. Il y a des milliers de syndicalistes, que ce soit du côté patronal, du Connect, ou que ce soit du côté des travailleurs. Donc, 3. Reconnaître le droit de négocier et réglementer cette nouvelle obligation et la garantie de réglementation de mise sur pied de mécanismes légaux pour les négociations collectives, notamment en instaurant une régularité et une périodisation de ces négociations. 4. La diversification des niveaux de la négociation dans tous les domaines. Les négociations ne peuvent pas se faire seulement en haut. Il faut commencer par l'entreprise. La réactivation de certaines structures gelées comme le comité de dialogue social dont j'ai fait mention. La mise en article 135 de la Convention internationale relative à la protection des délégués syndicaux ratifiée par l'État tunisien, faire de l'entreprise les lieux privilégiés de la négociation collective et réformer le comité de l'entreprise. Voilà rapidement quelques... Merci. Je vous remercie de nouveau. Merci beaucoup. Je pense qu'en fait, maintenant on a une vue globale que ce soit du secteur privé, enfin du secteur public, secteur privé aussi, et la vue du côté du syndicat. Je voudrais passer à Madame Elisabeth pour nous parler du modèle allemand, dont on parle beaucoup, et dont on loue les différentes réussites, et même on le compare en Europe comme étant le meilleur. Comment il s'est construit et surtout comment il s'organise de l'entreprise, du point de vue du chef d'entreprise, comment est le modèle allemand pour favoriser le dialogue social. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation et la possibilité d'intervenir ici dans cette table ronde. Oui, comme on a discuté, j'aimerais bien exposer quelques éléments du si nommé modèle allemand en ce qui concerne la gestion au sein des sociétés. Et bon, il était déjà aujourd'hui beaucoup question du dialogue social, une relation de confiance, mais la question qui se pose, c'est comment y arriver à cette relation de confiance. Et je crois quand même que le modèle allemand, je ne sais pas si c'est un modèle applicable de toute façon, mais de toute façon l'histoire de l'interaction tripartite en Allemagne donne quand même des éléments intéressants pour des éléments de réponse à cette question.
Alors, je crois qu'un concept pour comprendre cette approche, c'est tout à fait le mot Mitbestimmung, betriebliche Mitbestimmung. Il y a deux possibilités de traduction en français. C'est pour cela aussi que je mentionne le nom allemand, parce que de toute façon, il est très souvent question de co-gestion au sein de la société. Mais moi, personnellement, je préfère la traduction participation aux décisions. Pourquoi? Parce que co-gestion, ça propose quand même une pied d'égalité, ce qui ne correspond pas à la réalité. Le chef d'entreprise d'une côté et les travailleurs à l'autre côté, ils n'y participent pas avec les mêmes moyens. Néanmoins, la participation aux décisions met quand même en valeur qu'il y a des facteurs de production différents et ni sans les uns ni sans les autres, c'est possible finalement d'obtenir le but commun. Alors l'histoire de cette interaction en Allemagne, ça date vraiment des années 20. Et c'est aussi intéressant de se rendre compte, je crois, que le motif derrière soi, c'était pas justement un motif philanthrope, sinon justement l'orientation envers des profits au sein de l'entreprise, notamment dans le contexte de production industrielle. Il se trouvait qu'il y avait des travailleurs, des ouvriers très spécialisés sur la chaîne de production et à un moment donné, quand ils tombaient malades ou bien il y avait des changements, bon, il y avait quelqu'un qui manquait là, exactement là sur cette place. Alors, du point de vue entrepreneur, il y avait quand même un intérêt d'améliorer significativement les conditions de travail pour vraiment garantir une stabilité au sein de l'entreprise avec une dimension temporaire beaucoup plus large. Et je crois que ça, c'est vraiment important de voir comme contexte. Alors, la participation aux décisions en Allemagne, je crois qu'il y a deux conditions clés. C'est qu'il y a une structure formalisée. Alors, il y a vraiment un dialogue au sein de l'entreprise très clairement. Voilà, alors j'ai imprimé le contexte législatif, mais vraiment, c'est une centaine de pages. Alors, c'est très clairement stipulé qui, sous quelles conditions, peut participer à quelle décision. Et il y a, pour le secteur privé, pour l'administration publique, alors il y a quand même beaucoup de différenciations à faire, mais en principe, toujours à partir de 5 travailleurs, il y a le droit de s'organiser dans un comité d'entreprise. Et ce comité d'entreprise est significativement, systématiquement pris en charge en contexte des décisions à prendre, des fois dans le statut consultatif. C'est pas que le comité d'entreprise peut prendre n'importe quelle décision. C'est ça pourquoi j'aime bien la distinction entre co-gestion et participation aux décisions. Mais il y a quand même d'autres cas où, sans le consensus avec le comité d'entreprise, il n'est pas possible de mettre en place quelques décisions envisagées par le management. Alors, la structure macro, disons les syndicats et le dialogue tripartite macroéconomique, ça a vraiment son équivalent au sein de l'entreprise. Il y a une interaction, il y a bien sûr aussi une identité des intérêts, mais il n'y a pas une identité en ce qui concerne l'organisation et les institutions. Non? Alors vraiment, il se peut qu'au sein d'un comité d'entreprise, il n'y a même pas il y a des gens qui ne sont pas syndicalisés, bien qu'il y ait un intérêt, un échange, etc. Alors c'est vraiment formellement complètement deux choses différentes. Et je crois qu'il est important aussi de voir que cette comité d'entreprise, alors la participation aux décisions, ça vient avec une responsabilité partagée. Hein. Alors c'est vraiment alors au moment qu'ils sont systématiquement pris
dans les processus de décision, ça veut dire aussi qu'ils prennent une partie de la responsabilité. Alors, il ne s'agit pas de présenter une liste de vœux et de dire voilà, c'est ça qu'on aimerait bien réaliser, sinon de discuter constructivement avec les entrepreneurs comment y arriver. Et j'aimerais bien, dans ce contexte-là, vous citer directement du cadre législatif parce que je crois que c'est bien clair que ça émane avec les deux côtés. Alors, les employés et le comité d'entreprise travaillent dans le respect des conventions collectives en vigueur, en toute confiance et en toute coopération avec les syndicats et une union des travailleurs représentés au sein de l'entreprise, aussi bien pour bien-être des travailleurs que pour celui de l'entreprise. Et là, je crois que c'est bien clair. Voilà, il est clairement stipulé. Alors, ça vraiment, c'est la base d'une relation réciproque, hein, comme j'ai dit, pas sur un pied d'égalité, mais quand même une relation très stable et très ouverte de confiance. Hein. Alors vraiment, il y a des mécanismes systématiques d'engagement et toujours qu'il n'y ait pas toujours qu'il n'y a pas de consensus, il y a des mécanismes d'arbitrage aussi très clairement stipulés, qui va faire l'arbitrage, dans quel délai de temps, etc. Alors qu'une confrontation directe, effectivement, au passé des décades, devenu très, très rare. Je crois que c'est ça un peu le Tout à fait, je vous remercie. Et en fait, comment il évolue? Est-ce qu'en fait on passe dans le système allemand à des blocages récents? Est-ce qu'il y a des blocages récents, par exemple par rapport à la Communauté européenne? Il y a certaines décisions sectorielles venant de l'Europe qui ont dérangé. Comment ça se passe? Comment ça se construit ensemble aussi, quand ça s'arrête? Oui, bien sûr. Bon, alors, comme Union européenne, c'est bien sûr une question très complexe, mais il est vrai que ce modèle et cette approche allemande, il est en train d'être harmonisé sur le niveau européen, bien sûr. Non? Alors, vous pouvez bien vous imaginer que c'est un processus très, très complexe pendant plusieurs années. Mais effectivement, il y a un consensus sur le niveau européen aussi d'arriver à quelque chose qui est valable et un peu comparable dans cette dimension. Mais bien sûr, j'ai aussi mentionné que le concept émane des années 20. Bien sûr, le marché du travail, les conditions d'emploi, ces jours-ci, ça a complètement changé. Alors, vraiment aussi le contexte de globalisation des entreprises multinationales, aussi l'émergence des postes de travail sans contrat, dans des conditions de précarité. Aussi en Allemagne, vraiment, voilà, mène à une situation où ce concept est en train d'être révisé, d'être affiné face aux enjeux actuels. Merci beaucoup, Madame Brown. En fait, j'ai été séduit en discutant avec M. Wissem Badri, qui en fait parle vraiment d'un exemple où le dialogue social a été pris à corps par la direction d'entreprise et par la direction ressources humaines, et en fait qui a réussi à établir un dialogue social constructif, évolutif, et qui a été piloté par la DRH. Et j'aimerais bien que M. Wissem Badri nous explique comment ça s'est construit. Très bien, merci Céanis pour cette occasion. Je vais commencer par une remarque qui n'a pas sur le cadre légal, les lois, les décrets. Mais je pense que ce n'est pas les lois et les décrets qui ont géré les crises sociales depuis 2011. Au contraire, on n'a pas respecté la loi, on n'a pas respecté les décrets, mais il n'y a que le dialogue social qui a pu sauver une partie de la vie sociale de notre entreprise. Je pense que parler de l'exemple de Tunisiana, c'est une bonne chose. Tunisiana a beaucoup investi sur le dialogue social. Mais je vais commencer par une conviction personnelle. En tant que DRH, je suis convaincu de l'importance de l'existence au niveau de l'entreprise d'un partenaire social, que ce soit un syndicat ou un CCE, parce que pour moi, déjà, il nous facilite beaucoup le travail en tant que DRH. Il assure toujours un équilibre social au niveau de l'entreprise. Une grande partie des entreprises tunisiennes, s'il n'y a pas un élément qui assure un peu, c'est pas le contrôle, mais
l'interface, on se permet parfois de faire des abus, que ce soit au niveau de l'application de la loi, que ce soit au niveau de l'application du décret. Le partenaire social, que ce soit un CCO ou un syndicat, il a toujours assuré un équilibre social au niveau de l'entreprise. Déjà, une grande partie des entreprises, et les salofirmes des explosions sociales, si on peut dire ça, ce sont des entreprises. Et parfois, on fait des syndicats, mais des syndicats qui sont en veille. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas un rôle très important. Si on peut résumer ça, il y a deux éléments très importants. Le premier élément, c'est la participation. Donc, le partenaire, le représentant syndical en tant que partenaire social. À un certain moment, quand il y a un partenaire social, on joue au niveau de l'entreprise. Légalement, présent, il y a deux choix. Soit de le prendre comme un partenaire et de travailler avec lui, soit de commencer à jouer le jeu des forces. Et le jeu des forces, pratiquement, c'est un jeu perdant pour les deux parties. Donc, Rina, en tant qu'un partenaire stratégique au niveau de l'entreprise, au niveau de la DRH, on a fait participer dans plusieurs projets. Si on peut citer plusieurs exemples, un projet très récent qu'on a démarré depuis 6 mois maintenant, juste après la révolution, Barcha Machek Salou sur le mot harcèlement, je suis harcelé de mon chef il est en train de me harceler. Donc Barcha ici, qu'un employé, lorsqu'il voit que son chef il est en train de l'harceler, il vient chez le syndicat directement. Et le syndicat vient nous voir et on investigue, etc. Donc ce qu'on a dit, il vaut mieux couper court et on constitue un comité de prévention contre le harcèlement, faire 2 membres de l'élection et aussi 2 membres représenter le syndicat et qu'on fait ce comité. On a même investi en appelant un cabinet français qui est venu, qui a formé le syndicat et la direction, parce que le cadre légal qui tourne il ne gère pas le côté harcèlement. Pratiquement, il est totalement absent. Donc on a constitué notre propre loi. Et depuis, le syndicat avec la DRH, ils sont en train de traiter toute réclamation, toute remontée au niveau harcèlement en faisant les investigations nécessaires. Plusieurs autres projets qui sont maintenant en place, juste après la révolution, on a commencé à avoir quelques mouvements sociaux concernant les salaires et les avantages et les augmentations. Il y a un problème d'alignement, donc ce qu'on a dit, on a pris le syndicat avec nous, on a constitué un comité de travail et l'équipe qui est partagée entre la DRH et le représentant syndical, et on a fixé ensemble une grille d'alignement. Dans la grille d'alignement, le syndicat, puisque ils sont sur terrain et ont déjà les feedbacks des employés, ils nous ont proposé des règles que et c'était des règles très pertinentes au niveau du système, où les trappes sont déjà en place. Donc, la partie qui chariclait déjà le projet, ça a abouti déjà à finir le projet dans les délais, et ça aboutit aussi à diminuer la pression et les mouchots vis-à-vis des employés. Donc, le côté participation, donc c'est très important, et pour moi ça présente 80% du problème. Il y a la deuxième partie qui est la partie, si on peut dire, écoute ou la communication. Donc, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, chez Tunisiana, on a créé une cellule au niveau de la DRH, une cellule de gestion des RH opérationnels. Donc, au niveau de chaque direction, chez Tunisiana, on a mis en place un responsable RH opérationnel. La tâche la plus importante, c'est être déjà à l'écoute au niveau de l'employé et être aussi en même temps un vis-à-vis au niveau du syndicat, l'endroit là où il est. Donc les problèmes, s'ils se créent, il ne va pas prendre des jours et des semaines pour trouver des solutions. Tant qu'il y a une personne physiquement présente à l'ICA, les problèmes peuvent être résolus au fur et à mesure et rapidement. Donc on a démarré depuis quelques mois, donc ça va commencer à donner des résultats au fur et à mesure, et c'est une entité très importante. Chose très importante aussi, qui nous a été aussi sollicité de la part des actionnaires, on a fait à Barcha, les enquêtes de satisfaction. Donc depuis 2 ans, on a mis annuellement une enquête, un engagement de surveille, une enquête de satisfaction. Donc là où la majorité des employés doivent participer, si une enquête est d'une façon neutre, donc chaque employé il doit remplir un questionnaire. Généralement, le questionnaire il doit répondre à la problématique actuelle de l'année. Si la majorité des problèmes qu'on a touchent le volet social, touchent le volet salarial, la partie rémunération, la partie communication, la partie management. Donc la majorité des questions ils se focalisent à ce sujet avec. Et on la vie des employés à travers cette enquête
pour les questions avec les موجودين en place. Et en fin de compte, enfin, des scores, enfin, des problématiques, ils nous seront remontés. Et des actions en place et qui seront vues l'année prochaine pour voir est-ce que les actions qui ont été mises en place ont été résolues ou là. Et pour répondre déjà à l'enquête salariale de l'année prochaine. Je pense qu'avec ce système, que je considère un système simple, n'est pas très compliqué, on a pu déjà gérer notre climat social, on a pu travailler, je dirais bien, convenablement avec les partenaires sociaux. Au niveau de la révolution, Kema et Chalik, on a eu quelques problèmes, mais avec cette démarche, on a pu y arriver à des accords. Des problèmes. Et voilà, donc en deux mots, donc je présente un peu l'exemple de Tunisiana, comment on gère. Beaucoup, Wissem. Juste une autre question. Est-ce que les partenaires sociaux ont la maturité nécessaire où il faut les accompagner pour vraiment construire un dialogue social de ce type? La majorité est absente. On sait très bien qu'aujourd'hui, surtout si on parle des syndicats, il y a un grand problème d'encadrement. Les syndicats, généralement, ils sont élus au niveau des employés. Il n'y a pas l'apport nécessaire en termes de formation et en termes de coaching de la part du syndicat central, que ce soit UGDT ou la RILO. Donc, je pense que le rôle si l'entreprise elle veut assurer un bon travail avec l'organisme qui présente les employés, donc elle doit travailler énormément sur la partie encadrement et coaching. Je pense aussi qu'il y a un syndicat central qui est le GDT, avec le nombre très important des adhérents qu'il a. Elle n'aura pas ni le temps ni le moyen de cadrer, de coacher, de former les syndicats centraux qu'il a. Donc je pense que l'entreprise a une tâche très très importante pour au moins déjà donner au moins les ABC, que ce soit du cadre légal ou la sociale, pour les représentants syndicaux. Merci beaucoup. C'est un point très important en fait, par lequel on finit ces présentations. On va passer aux questions-réponses par la salle. Donc en fait, on va prendre toutes les questions et ensuite, vous pouvez adresser les questions à un invité particulier et ensuite, en fait, on passera aux réponses. Alors. Représentants syndicaux. Alors, le problème, même s'il y a une seule personne ici dans la salle, je pense, c'est ça? Votre nom et votre entreprise. Non, j'appartiens au secteur public, la formation professionnelle. Il me semble que ça fait très longtemps que j'observe le comportement des représentants syndicaux au sein de la fonction publique, parce que je travaille dans plusieurs secteurs de la formation, que ce soit de la formation professionnelle ou le secteur bancaire. Et on a l'impression pendant les 15 ou les 20 dernières années que le syndicat n'a jamais été considéré comme étant entre guillemets, qui protège l'employé. Et plutôt, et les dernières années, on a vu qu'il y a un comportement de personnes, excusez-moi le terme, mais carrément de bandits dans la structure de l'entreprise publique. C'est-à-dire qu'ils se comportaient comme des gens qui sont hors la loi et qui ne donnaient pas d'exemple, ni pour protéger les intérêts de l'entreprise, parce que protéger les intérêts de l'entreprise, c'est protéger les intérêts des employés. Alors comment on va pouvoir gérer cette transition entre un syndicat, entre guillemets, donc je ne parle pas du corps syndical central, je parle des représentants au niveau des entreprises, qui se comportent, entre guillemets, comme des excusez le terme, mais c'est pour moi comme des bandits. Comment on va changer cette mentalité pour qu'ils deviennent des acteurs qui, en même temps, protègent l'employé, mais ils protègent aussi l'entreprise pour que ça soit gagnant pour tous les deux partenaires. Voilà. D'autres questions? Est-ce que vous travaillez avec les associations? Est-ce que vous faites des partenariats avec les associations soit pour les employés, soit pour la Tunisiana comme structure? Question de droit.
Et je commencerai peut-être par une question de portée générale. La négociation, le dialogue, ne devrait pas être analysé en termes de droit. C'est pas un problème de droit d'obliger une personne à discuter. J'ai cru comprendre que le dialogue, une fois il est imposé par la volonté du législateur, et lorsqu'il ne correspond pas à une attente, à une maturité de la société, ça risque de devenir un dialogue de sourds. Il est facile d'obliger quelqu'un de dialoguer, alors que ce sera beaucoup plus facile de le convaincre sur l'utilité. Et je crois, si je traduis un peu l'histoire de la négociation en Tunisie, depuis les années 70, nous avons connu ce que certains auteurs appellent le déficit de sens. Tout le monde parle de négociation, de dialogue, mais personne n'est satisfait du contenu et du résultat. Donc il y a un problème. Et je crois que le problème, à la lumière de l'exemple de l'Allemagne, ça a été dit, oui, pour le droit, mais le droit n'est pas une fin en soi. Le droit, il réglemente les outils, mais encore faut-il avoir la conscience. La conscience, c'est-à-dire la maturité. Le droit, c'est l'expression d'un besoin d'une société. Est-ce que la société tunisienne a exprimé une maturité en termes de démocratie, ou même si je fais l'opposition entre syndicats et commission, même parfois à titre simple avis, demander l'avis. Le chef d'entreprise ne veut pas co-décider, ne veut pas co-gérer, juste un avis consultatif. Et parfois ça passe pas, parce que le partenaire n'est pas prêt à accepter, même à titre d'avis consultatif, ce que pense l'autre. Et ça, je crois, c'est un problème de société. La société tunisienne, peut-être aujourd'hui, mérite plus qu'il y ait la démocratie, mais la démocratie ne s'impose pas. La démocratie n'est pas une affaire de décret. La démocratie, c'est une maturité d'esprit, c'est une évolution générale et généralisée. Et c'est la raison pour laquelle le droit tunisien semble avoir réglementé beaucoup plus la commission consultative, et on souligne le mot consultatif, alors que le syndicat, oui, nous avons, ça a été dit par ces Giza, le droit, il est vraiment très lacunaire en termes de droit syndical. La Tunisie a ratifié toutes les conventions internationales portant sur l'exercice du droit syndical, mais dans notre code du travail, aucune disposition concernant l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise. Donc le syndicat demeure encore un syndicat de masse, un syndicat d'ouvriers. Chaque fois on pense à un syndicat de cadres, c'est encore un problème. Et personne ne peut accepter aujourd'hui, malgré la révolution, un syndicat catégoriel touchant justement uniquement la catégorie des cadres et des cadres supérieurs. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un point de vue origine, syndicat c'est beaucoup plus les ouvriers. On voit mal des cadres supérieurs se syndiquer. Alors qu'aujourd'hui, vous avez au niveau du décor un pluralisme syndical, comme on a eu un pluralisme politique, et la question se pose, est-ce que la Tunisie a besoin de l'ensemble de ces partis politiques? Est-ce que la Tunisie aurait besoin de l'ensemble de ces organisations syndicales? Je crois que c'est un problème presque paradoxal. La Tunisie est petite, mais son mal, c'est d'avoir trop de structures. Et trop de structures paralysent le déficit de sens. Je vous remercie. Merci à vous. Et aux différents intervenants pour ces informations très riches. J'ai été très intéressée par le modèle allemand. Merci pour tous ces éclairages. En revanche, ça m'avait un peu interpellée pour une raison assez simple, c'est que vous avez présenté deux modèles. Un premier modèle dans lequel, dans le texte législatif, on peut identifier les représentations syndicales comme étant un partenaire dans la décision. Et un deuxième modèle où c'était un comité qui était consultatif. Et on sait très bien que souvent, ou même de temps en temps peut-être, que les intérêts du chef d'entreprise, des actionnaires, sont en contradiction avec les intérêts des représentations syndicales. Surtout en cas d'organes participatifs dans la décision, je me posais la question comment on peut, surtout que
l'Allemagne est quand même un modèle de référence dans la négociation avec les partenaires sociaux. Et je me demandais comment vous avez réussi à passer ces situations de blocage. À la limite, elles sont moins importantes quand on est un organe consultatif, mais quand on est un organe participatif dans la décision, ça peut amener à une situation de blocage et ça peut être contre-productif finalement. Et quand même, c'est un modèle qui est réussi. Comment vous expliquez cette réussite-là et quels sont les enseignements que nous, on peut en tirer en Tunisie? Merci. Merci. Samia Chouba. Je représente le Bureau international du travail en Tunisie. Et je voulais contribuer dans le cadre de ce débat que je trouve fort intéressant. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de Siad Abdelazer et de Sahbi Giza qui ont apporté beaucoup d'éclairage en matière de dialogue social selon l'approche préconisée par l'OIT. Je voulais apporter une contribution, comme je l'ai dit. Le BIT a actuellement un projet qui concerne la promotion du dialogue social et le renforcement de la gouvernance du travail en Tunisie. C'est un projet qui est financé par la Norvège. Donc il comprend plusieurs axes, plusieurs outputs qui concernent surtout la formation. Une des intervenantes a parlé du comportement de certains syndicalistes. Je pense que les syndicalistes ont besoin de formation. La négociation s'apprend. C'est un discours, ce sont des discussions conviviales, consensuelles. Donc, et c'est normal qu'il y ait parfois certains malentendus qui se créent en matière de discussion et de dialogue social. Sahbi Giza a parlé surtout de pluralisme syndical et j'ai bien apprécié. Le projet du BIT prévoit un séminaire, un grand séminaire, pour arrêter les critères de représentativité. Parce qu'on parle de plus en plus de représentativité. Quel est le syndicat ou le patronat le plus représentatif? Donc il est indispensable au niveau du pays d'arrêter ces critères. Je vous remercie. Merci. Sur un point le plus absurde point de vue dialogue social qu'on a eu en Tunisie, c'est-à-dire augmenter 581 000 salariés fonctionnaires, je veux dire, de 70 dinars. Donc j'ai fait le calcul, ça fait plus de 480 millions de dinars par an. Donc c'est récurrent. Tout le monde est d'accord, point de vue économique, que c'est une aberration, parce que tout simplement ce montant, en fait, ça représente le prix qu'on a eu, par exemple, de la Banque mondiale. Donc tout le monde est d'accord, en fait, côté gouvernement, côté économiste, et je voulais avoir son point de vue, s'il était à la place de l'UJTT, est-ce qu'il aurait appuyé cette augmentation absurde, ou bien je voudrais avoir l'avis aussi de notre invité allemand, si ce point aurait eu en Allemagne, comment ça aurait été pu traiter. Voilà, merci. Merci, Zihad. Le Maghreb, et je suis spécialisé dans la stratégie de développement. Donc je reviens sur le dialogue social. Tout ce que j'ai écouté m'a bien plu, et comme je vois les choses évoluer depuis quelques années, ça me permet d'avoir le recul sur les choses. Mais ces dialogues sociaux, un processus clé du management. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus entendu, si vous voulez, le management un peu du passé ou du présent très chaud, mais je n'ai pas entendu parler de vision de développement, je n'ai pas entendu parler de l'avenir. Ce qui m'amène à poser, si vous voulez, une autre question sur les interlocuteurs cibles du dialogue social. Il y a sans doute 3 niveaux, mais vous les connaissez tous, mais je les rappelle simplement ça peut nous donner un petit classement dans les solutions et les boîtes à outils qu'on peut avoir. C'est le dialogue social pour maintenir les avantages acquis. Et quand on reprend, je dirais, la partie salariale et la partie travail dont on a déjà parlé ce matin, c'est maintenir les emplois.
La deuxième, c'est effectivement l'amélioration des conditions actuelles pour sécuriser et développer le système des emplois. Et puis la dimension stratégique qui me semble être, je dirais, la projection de la réflexion utile aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on va faire, ce dont on peut rêver. Ne parlons pas, parlons de prospective, si vous voulez, pas de choses bien définies, mais laissons-nous une part de rêve et de dire qu'à ce moment-là, nous avons besoin, dans le dialogue social, de discuter avec nos cadres, avec les N-1, avec ceux qui vont être les véritables intrapreneurs de l'entreprise, ceux qui sont, vous le disiez tout à l'heure, non syndicalisés, puisqu'il n'y a pas de représentation du cadre supérieur, mais qui font partie du management supérieur. C'est eux qui vont transmettre une information, qui vont la récupérer pour partie, mais c'est également les samouraïs de la Tunisie. C'est sur cela que l'on va s'appuyer. Hein? Et je pense que les Atugiens doivent en faire partie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais poser une question à monsieur. Présentez-vous. Ouais, c'est ça, master à Liège, c'est marketing. Monsieur Badri, faudrait-il instaurer ou avoir, créer un nouvel état d'esprit pour tous les intervenants pour avoir ce contrat, ce dialogue social pour être le plus efficace possible et pour protéger enfin les intérêts de l'entreprise. Donc, vous parlez d'un nouvel état d'esprit de la part de la direction, mais comment il faut faire, comment il faut procéder pour que ce soit réussi pour tous les intervenants, les trois parties. Merci. Amel Zral, SPG. Alors, nous venons de parler à 2 reprises de la formation des syndicalistes. Je pense que aussi les chefs d'entreprise doivent être formés. Alors, ma question s'adresse à Connect et aussi à Chica. Quel rôle jouerait dans ce créneau-là? D'accord. Merci. Je devrais faire une autocritique parce qu'en tant que syndicaliste, je ne devrais pas me contenter à l'aspect institutionnel. Peut-être il a fallu un peu le temps qui m'a été réparti, peut-être ne m'a pas permis de parler au concret, que ce soit des problèmes, des handicaps du dialogue du point de vue réel, du dialogue social ou des perspectives, et notamment l'importance et la nécessité de la formation des cadres syndicaux, ou même, comme a dit madame, des chefs d'entreprise aussi, qu'ils ont besoin de ça. En fait, j'ai apprécié l'intervention de Hamid, je crois, de représentant de Tunisienne, qui a... Wissem de Tunisienne, qui a donné des choses concrètes, et que je vous assure, je ne fais pas de la pub, qu'à la CGTT, nous sommes très sensibles à ce que vous avez dit, et effectivement, parce que nous sommes une organisation syndicale jeune, on a des milliers, et la caractéristique, ce sont moins de 40 ans, où il y a beaucoup de cadres et beaucoup de femmes. Et donc, pour nous, la question de la formation est une question, un enjeu majeur, mais aussi il nous faut des moyens, et nous sommes nouveaux. Et justement, je reviens au cadre réglementaire pour dire effectivement, pour faire l'encadrement, le coaching, la communication, l'entreprise n'est pas reconnue dans le code du travail. Elle est reconnue, mais elle n'est pas réglementée. L'exercice de loi syndicale n'est pas réglementé. Le rôle de l'entreprise pour l'encadrement et tout ça, ce qu'a dit Wissem, c'est des initiatives, comme on dit, volontaires, mais il n'y a pas de nécessité de la formation. C'est peut-être aussi parce que aussi on a hérité l'imaginaire français, notamment sur le plan syndical, l'approche, je crois, si Habib il a parlé de différents modèles. On a un peu hérité du modèle français aussi, c'est un peu cassant et c'est seulement l'aspect revendicatif et tout. Donc il faut une refondation du mouvement syndical avec ça, réglementer le droit syndical, l'encadrer,
dans le cadre d'un nouveau modèle social, y compris le modèle syndical. Je crois que ça, c'est très important. Je dirais aussi à si Mansour Hanel, il a parlé de structure. Je comprends qu'il y a beaucoup pour la Tunisie sans parti. Et ça se comprend. C'est trop, mais ça se comprend dans un contexte après l'autoritarisme et tout ce qu'on sait. Parce que je ne crois pas qu'on a vécu dans une dictature. Certainement pas à l'époque de Bourguiba, et même à l'époque de Ben Ali. On a vécu l'autoritarisme, parce que la dictature, s'il faut voir ce qui se passe alors en Libye, en Irak et tout. Par exemple, en Égypte, le droit de grève est interdit par la loi. Même si on se compare à l'époque de Franco, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un État démocratique, mais c'était l'autoritarisme. Je ne veux pas entrer beaucoup dans ce... Mais il faut être objectif quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a eu des abus, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce qu'on était vraiment dans une dictature? Moi, je ne pense pas. C'était l'autoritarisme. Je n'étais ni d'historien, ni RCDiste. Pas du tout. J'ai fait 5 ans de prison, mais je dois reconnaître qu'on n'a pas vraiment vécu la dictature au sens dictature, mais l'autoritarisme. Je ne veux pas m'arrêter là. L'essentiel, c'est que je pense que au niveau syndical, il y a 5 organisations syndicales, 2 patronales et 3 des travailleurs, c'est pas beaucoup, c'est Mansour. Et pour faire un syndicat, à ma connaissance, tu n'es pas contre le pluralisme syndical. Un syndicat, c'est pas beaucoup. Et après tout, pour constituer un syndicat, c'est pas une chose facile. C'est pas comme un parti, hein, je peux vous dire ça. Malgré notre expérience et tout ça, hein, c'est pas facile. Mais je dis que du point de vue syndical, il n'y a pas beaucoup de structures jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, nous sommes pour le pluralisme syndical, nous sommes pour la liberté syndicale, nous sommes pour le droit des travailleurs d'adhérer au syndicat de leur choix. C'est une valeur démocratique. On ne l'accepte pas. Donc, et pour conclure, je répondrai au monsieur qui m'a parlé, je crois, d'un problème très compliqué, la sous-traitance. On a besoin de la sous-traitance. C'est démagogique de dire qu'on va... Je te parle de point de vue. Et je ne le dis pas seulement dans cette salle. J'ai fait une intervention dans une interview à l'économiste tunisien, ça fait un mois de ça que je dis ça. Il y a eu une instrumentalisation démagogique de la question de la sous-traitance. Je comprends que le GTT, il demande ça. Mais l'erreur est au ministère des Affaires sociales qui a joué ces jeux. Parce qu'il y a des cas où il fallait effectivement changer le statut des travailleurs dans des entreprises où ils ont des... Il faut voir ça cas par cas. Mais abolir la sous-traitance, c'est pas vrai. Il faut faire des cahiers de charges avec bien déterminés, pas de... Parce que nous, en tant que syndicalistes, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est défendre l'emploi décent. Que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est ça l'important. Mais je ne rentre pas dans les détails. Et donc, il y a eu une instrumentalisation démagogique de la question dont la Tunisie va en souffrir, parce qu'il y a un sur-effectif actuellement. À la STEG, à la groupe chimique, à CPG, combien ils vont supporter la situation? À court terme, ok, ça résout le problème, mais à moyen et à long terme, c'est grave, et on est conscient de ça. Je te parle au niveau de l'organisation, où je suis responsable, et on l'a dit, on l'a écrit. Ça, c'était démagogique, et on va souffrir de cela. Parce qu'il fallait, effectivement, il y a entre autres un vide, maintenant juridique, parce que le code de travail est ancien. Il parle de main-d'œuvre secondaire, il y a de la tharawiyya. Maintenant, il faut parler justement de la sous-traitance compliquée dans ses différentes facettes, et comment la voir et tout ça. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a eu une instrumentalisation pédagogique. Et la responsabilité revient au premier lieu au ministre, l'ancien ministre des Affaires sociales. Et je crois que ça continue, malheureusement. Il y avait la question de 70 dinars. La question des 70 dinars.
si vous étiez à la place de l'UJTT, est-ce que vous défendez la position des 70 dinars concernant quoi? L'augmentation? Tu parles de l'augmentation des salaires de santé ou quelque chose comme ça? L'ensemble c'est fonctionnel. Hein? L'augmentation pour l'ensemble. Moi, je dirais que pour nous, à la CGTT, on propose un nouveau contrat social. Dans ce nouveau contrat social, il y a un axe qui s'appelle la réforme des relations professionnelles. Dans la réforme des relations professionnelles, c'est-à-dire il y a un axe qu'on appelle la politique des revenus. Prix, salaire et fiscalité. Il faut revoir la politique salariale en Tunisie et les lier avec ça. Tu sais, maintenant, on est à l'ère de la surenchère, comme l'a dit lui-même le ministre des Affaires sociales. C'est-à-dire, maintenant, il y a de la surenchère, il y a on fait des choses comme ça, tu vois. Mais je pense, et c'est pas l'erreur de l'UJTT, l'erreur du responsable qui négocie. Est-ce qu'il assume son rôle ou non? Est-ce qu'il accepte ou il n'accepte pas? Un syndicat peut demander. Nous, on demande des revendications dans un cadre général. Mais où est la responsabilité du ministère pour accepter ça? Voilà, c'est tout. Mais on est à l'ère de la surenchère actuellement. Et les choses ne peuvent se stabiliser que dans deux scénarios possibles. Ou bien résoudre la question démocratiquement et faire des élections vite et finir la Constitution pour stabiliser, ou bien trouver un compromis en attendant ça. Sinon, la Tunisie, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. On trouve un compromis en attendant entre les différents partenaires politiques, sociaux, ou bien qu'on fasse vite les élections, mais on doit trouver un compromis. Maintenant, on n'a pas de compromis. On a des problèmes. On fait des faux problèmes. Au lieu de discuter des questions politiques, économiques, sociales, on parle des questions d'identité. Salafiyyin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne pense pas que la révolution, c'est pour ça que j'ai parlé de processus révolutionnaire. Est-ce que Salafiyyin ou Niqab, c'est malheureux, je le dis, j'assume mes responsabilités, je suis militant. Non, excusez-moi, ça rentre dans la démagogie actuellement. J'ai confiance au peuple tunisien pour rectifier les tirs. Mais dans un cadre comme la TUJ, qui ressemble les élites, un appel aux élites tunisiennes pour assumer la responsabilité, d'arrêter la démagogie, de dire la réalité, parce que le sort de la Tunisie est en jeu. On ne peut pas continuer dans dans cette situation de surenchère, de démagogie. On ne peut pas continuer. Nous sommes un petit pays. Millénaire, le plus vieux peut-être, mais les plus petits. Et on ne peut pas supporter cette situation de démagogie et de surenchère. Il y a une question par rapport de Madame, en fait, Madame Kauf, qui parlait de que faire de certains syndicalistes qu'elle décrit comme des non-protecteurs des employés. Non, carrément, qui menacent la survie de l'entreprise et qui menacent finalement la vie à long terme des employés, carrément. Qui sont de l'ère avant 14 janvier et qui continuent malheureusement à exister dans les entreprises publiques notamment. Je ne veux pas entrer beaucoup dans le détail, mais je dois assumer mes responsabilités, que ce soit actuellement à la CGTT ou ancien militant dirigeant de l'UGTT. C'est vrai, un bon nombre de syndicalistes corrompus qui, après 14 janvier, ils ont fait beaucoup de surenchères pour cacher ça. Ça, c'est une réalité. On ne le dit pas. Et dans beaucoup de secteurs, c'est connu. On parle des problèmes tout à l'heure des chefs d'entreprise et tout. On va parler encore de certains, je ne généralise pas, il y a des syndicalistes à l'UGTT comme ailleurs qui sont très bien intègres, mais il y a un bon nombre de syndicalistes corrompus qui se cachent derrière les pour sont vraiment corrompus.
le dossier de corruption des syndicalistes n'a pas été encore ouvert. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, je montre content. Je pense que vous n'avez pas intérêt à parler beaucoup là. Non, je n'ai pas froid aux yeux, hein, je m'en fous, mais c'est pas grave. Merci. Je pense qu'il y avait une question de M. Delacre par rapport à comment construire. Je pense que si c'était adressé à moi, je pense que je vais répondre en français parce que je pense que mon message tout à l'heure a été dilué dans des problèmes linguistiques. Donc je vais m'adresser en français. On en a parlé en dehors de l'exemple allemand qui nous soulève un peu en macro. On a parlé un peu en micro, et c'est bien d'avoir l'expérience en micro, comment gérer le quotidien et les problématiques et tout ça. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, vraiment, déclencher un processus de dialogue social, c'est la vision. Quelle vision on a pour ces pays, qui est le nôtre, qui est petit et qui sort de 70 années de dictature, ou comment on appelle ça? Autoritarisme, même si je n'adhère pas à l'analyse, mais on sort d'une situation où tout était bloqué, tout était dirigé, tout était manipulé, et on a une explosion démocratique dans laquelle on apprend tout. On apprend la démocratie, on apprend à discuter ensemble, on apprend à respecter nos voisins, on apprend à respecter la lumière dans la rue, le feu rouge quand il n'y a pas un policier, on apprend tout. Et une partie de notre apprentissage, on apprend à dialoguer dans les entreprises, on apprend à dialoguer dans les ministères, dans les administrations. Et pour dialoguer, et je pense que notre ami allemand tout à l'heure a plus ou moins touché, il faut une vision. L'Allemagne ou les pays nordiques, quand ils ont commencé leur process, ils ont une vision. Construire le pays, leur pays. Sortir des problèmes ou des résidus des guerres. Avoir leur futur plutôt que regarder leur passé et regarder tout le temps dans les rétros. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous manque une vision. On est en train de la prendre ensemble, mais on arrivera. Il y a une deuxième remarque qui est sur le niveau micro et que notre ami de Tunisiana, il a bien soufflé tout à l'heure. C'était mettre un KPI, c'est les chefs d'entreprise sur le dialogue social. Quand un chef d'entreprise prend sa responsabilité, et il sait qu'après un an, il sera jugé sur sa capacité de gérer son entreprise sur le plan social, par ses pairs, par ses collaborateurs, il fera attention, comme il fera attention à son tableau de bord, sur le profit, sur le margin, sur les commissions d'audit et sur tout ça. Donc, il y a un effort à faire de part et d'autre, de syndicats, comme de patronat, comme de l'État. On est obligé d'apprendre ensemble pour arriver à un modèle que j'espère pas une copie du modèle nordique, mais approchera ces modèles nordiques qui est aujourd'hui une réussite connue dans le monde. Madame. Merci. Merci. C'est Wissem, on vous a posé deux questions. Tout à fait. Bon, la première question concernant donc les associations, bah oui, la réponse est oui. Enfin, Tunisiana, elle a son propre politique RSE, responsabilité sociétale d'entreprise. On a plusieurs conventions avec des associations donc humanitaires, des associations donc à but de promotion d'emploi, des associations donc de respect de l'environnement. Ça entre toujours dans la politique RSE qui est très connue déjà pour Tunisiana. Et voilà, donc la réponse est oui. Merci. La deuxième question, c'était à propos de l'état d'esprit des représentants du personnel, du syndicat. La question, c'est une question très intéressante parce que l'état d'esprit, pour moi, c'est un élément très déterminant de la réussite du dialogue social. Comment réussir, comment changer l'état d'esprit pour être un état d'esprit constructif, créatif, participatif, compréhensif, etc. Pour moi, à part la formation, à part le coaching,
c'est la participation dans la vie d'entreprise. Pour moi, c'est un élément très déterminant pour bien forger et bien former l'état d'esprit des partenaires syndicaux. Qu'il soit un élément pertinent, important dans la vie d'entreprise, il participe dans plusieurs projets, il connaît un peu la stratégie et la vision d'entreprise à moyen terme et à long terme. Donc pour moi, c'est un moyen très déterminant pour l'état d'esprit. Voilà. Cool. Merci beaucoup, Sébissem. Je pense peut-être qu'on vous a posé des questions. Oui, c'est ça. Bon, il y avait tout d'abord la question de Madame qui me permet encore une fois, je crois, de rectifier quelque chose. Il y a deux traductions, c'est pour ça que j'ai expliqué une fois, mais il y a qu'un modèle et un cadre législatif. Alors toujours en Allemagne, à partir de 5 employés, l'entreprise doit respecter la règle du droit de s'engager au sein de l'entreprise. Si les employés ne le veulent pas, c'est dommage pour eux, mais si l'employeur ne l'accepte pas, il est hors de la loi. Non? Alors c'est très clairement stipulé. D'ailleurs, alors vous avez dit, il y a deux modèles, il y a le statut consultatif et la cogestion. Il est vrai que pour certaines questions, et ça aussi c'est clairement réglé dans le cadre législatif, ils n'ont qu'un statut consultatif, hein, mais il y a d'autres questions, par exemple le contractement, alors toujours qu'il y ait un contrat, ça ne peut être mis en vigueur qu'à travers le comité de société. Alors, il signe formellement. Hein. Alors, on ne peut pas, l'employeur, il ne peut pas engager quelqu'un sans que ça passe à travers du comité de société. Et ça, c'est quand même vraiment un élément décisif. J'aimerais bien illustrer encore, illustrer le cadre consultatif, parce que de mon avis, c'est pas très peu, c'est vraiment quelque chose assez important, avec un exemple d'une société berlinoise, la société des ordures de la cité de Berlin. C'est vraiment un exemple très intéressant parce que dans les années 90, il se trouvait après la réunification de la cité de Berlin dans la situation d'avoir 8000 employés, et dans une situation de merger avec tout ce qui était les employés de Berlin de l'Est. Alors vraiment deux structures complètement différentes. Ceci dans une situation de chiffres rouges pendant des années. Alors vraiment à un moment que la cité de Berlin a dit alors on va privatiser, on ne peut plus. Ça ne marche pas du tout. Alors là, c'est le comité d'entreprise de la BSR qui a pris l'initiative avec un statut consultatif seulement, de vraiment s'engager pour un plan et une perspective de 5 ans en disant voilà, alors si vous nous donnez 5 ans en vue de vraiment observer des chiffres noirs et l'intérêt de la société à entamer, on va vous garantir, et ça m'avait vraiment touché, un certain nombre de mètres balayés par jour, par personne. Non? Alors vraiment un auto-engagement pour une certaine qualité de travail. Et ça a été respecté et ils ont vraiment réussi à résoudre significativement aussi le nombre des employés de l'entreprise, mais peu à peu, et aussi en vision, bon alors les plus âgés, ils ont été repris dans le contexte de recyclage, de triage, alors vraiment on a trouvé des solutions très intéressantes, très intelligentes, et ça a vraiment d'un statut consultatif formel passé exactement à la cogestion dans ce cas-là. Et je crois que ça répond aussi un peu à la question si la situation de déblocage ou de confrontation aussi ouverte serait possible d'une telle manière en Allemagne. Alors, bon, contre les experts ici tunisiens, vraiment, je ne suis pas dans une position de vraiment juger bien le cas, non? Mais il est vrai qu'en Allemagne, la confrontation, elle ne se trouve plus là-bas, sinon vraiment beaucoup plus à un pied d'égalité et une projeté. Non? Alors, comme c'est très régulièrement et vraiment dans une relation de confiance, on ne va pas demander des choses complètement inacceptables, non? Parce que, bon, voilà, ça ne se fait pas. C'est vraiment déjà, quand même, il y a un processus de négociation, hein, il y a aussi des greffes, évidemment, non? Mais déjà, comme le comité d'entreprise, ils sont bien au courant aussi
état des lieux de la société. Ils ne peuvent pas demander n'importe quoi parce que dans ce cas-là, la décision sera prise, voilà, la société se va ailleurs. Merci, Mme Braun. Si Yazid, une question a été posée par rapport au rôle des patronats pour former les employeurs autant que comme ça a été proposé, c'est de former C'est une question très difficile. Hein? Je vais essayer de répondre. Un employeur, il est aussi libre qu'un travailleur. Il a la possibilité de créer une entreprise, comme le travailleur a la possibilité de demander à travailler ou de ne pas travailler. Or, l'employeur, dans la situation actuelle et peut-être partout ailleurs dans le monde, quand il présente un dossier aux organes de l'État pour constituer une entreprise, si le dossier est bien ficelé, surtout quand il apporte sa contribution du point de vue financement, en principe, il a la possibilité de devenir théoriquement un employeur. Les banques, au vu de son dossier, au vu de son agrément, l'agrément qu'il a obtenu de l'administration qui le contrôle, lui donnent aussi des crédits. Donc il s'engage. Sur le plan logique, un employeur, il s'y trouve le lendemain de la création de l'entreprise, et très probablement quelque temps avant, devant l'obligation de devoir faire face à 3 facteurs de production qui sont très importants: le facteur technique, le facteur financier et le facteur social, gestion humaine. À mon point de vue, et c'est logique, tout employeur qui ne maîtrise pas au minimum 2 des 3 facteurs principaux, 3 facteurs importants, il n'est pas sûr de réussir une bonne gestion de l'entreprise et obtenir un résultat positif. S'il lui manque un des 3 facteurs, un des 3 éléments importants, par exemple le facteur humain, il peut s'appuyer sur quelqu'un de compétent, de spécialiste, et lui donne tout en contrôlant, bien sûr. Même s'il maîtrise le problème financier, il peut, quand l'entreprise est de dimension importante, il doit aussi recruter quelqu'un de gestionnaire financier. Mais il peut maîtriser, il doit pouvoir maîtriser les équilibres financiers de son entreprise, sinon c'est sa catastrophe. La même chose, technique. Il peut être ingénieur, lui, de formation, spécialiste dans la technique de l'entreprise que l'on envisage de monter. Il peut, à ce moment-là, s'assurer d'avoir une formation. Maintenant, d'être sûr de réussir. Si un employeur s'amuse à obtenir un crédit, avoir peut-être des avantages fiscaux de l'administration ou des primes, etc., avec la mauvaise intention de fermer la boutique après avoir profité de ça, c'est peut-être assez courant durant ces dernières années. L'intéressant pour l'employeur, c'est s'assurer de la réussite en mettant toutes les conditions de son côté pour réaliser ses objectifs. Maintenant, vous me dites de la formation, de l'amélioration, etc. Quelqu'un, un employeur bien organisé, il ne doit pas aussi dormir sur ses lauriers pour dire ça va, je sais très bien où je suis fatigué. Il n'a qu'à continuer maintenant avec les moyens d'information, les moyens d'intégration dans les organisations patronales. Et il a les moyens d'information qui sont Internet et la collecte. Qu'est-ce qu'elle propose pour... La Connect, moi je vais vous parler de la Connect parce que j'ai vécu sa création. La Connect, elle a une ancienneté, elle est jeune, elle a une ancienneté de 6 mois. Elle a organisé, elle est en train de monter maintenant dans 15 régions sur 22. Nous avons des bureaux régionaux installés, nous avons des structures
sectoriels que nous appelons groupement professionnel, GP, une douzaine. Nous avons organisé plusieurs séminaires parce qu'une organisation patronale, c'est l'industrie, le commerce et les services. Nous avons entretenu de bonnes relations, des conventions avec la Turquie, avec la Libye, avec l'Algérie, avec le Maroc, etc. Vous êtes en train de suivre tout ça, je vous l'ai expliqué. Et nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous envisageons, d'ici la fin de l'année 2013, toute la structuration et l'installation sera, j'espère, bien faite, bien installée. Nous avons organisé pour déjà les structures existantes dans les régions, nous avons organisé des séminaires de formation pour les et mis à leur disposition les documents sociaux pour représenter les employeurs qui adhèrent. Et nous avons organisé un séminaire très important il y a 3 mois de dimension internationale RSE, responsabilité avec l'encouragement de certaines grandes entreprises mondiales. Et nous envisageons aussi dans 3 mois d'organiser un second séminaire au niveau africain, RSE, au niveau de... Avec ce volet séminaire, les employeurs qui adhèrent à la Connect sont toujours invités et nous les encourageons aussi à programmer et nous les assistons à réaliser un programme RSE avec le programme de mise à niveau. Merci. Donc en fait, il y a une sensibilisation avec des programmes réguliers. Nous attachons beaucoup d'importance à l'encadrement et à la formation des employeurs qui adhèrent dans notre organisation. Je vous remercie tous, je remercie l'audience pour ces questions qui ont permis d'affiner la présentation. Je remercie tous les intervenants pour leur présentation. En fait, là, si je peux sortir peut-être avec quelque chose, c'est que le dialogue social dans l'entreprise quand même nécessite un engagement et une décision et une vision du management qui peut être traduit par des KPI, qui peuvent éventuellement, ces KPI, être en cohérence avec le contrat social qui se mettra en place. Je note une dynamique clé qui est la participation, la proximité, la responsabilisation dans la relation entre le manager et le salarié, avec un partenariat avec les différents partenaires sociaux et les patronats qui participent à sensibiliser, participent à former. La question qui reste non résolue, c'est les moyens pour le syndicat. Là, c'est le point d'interrogation. C'est la chose peut-être à laquelle on n'a pas encore trouvé une solution. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.